de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. On se trouve aujourd'hui en Savoie du côté de Montmélian pour vous faire découvrir l'histoire de cette ville et plus particulièrement son ancienne forteresse. On ira également du côté du musée qui est géré par l'association des Amis de Montmélian. On découvrira également la vieille ville et on passera bien évidemment par le musée de la vigne et du vin. Bref, un programme encore très chargé pour ce numéro. C'est parti, sans plus tarder, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Alors Maurice, on se trouve là dans le musée ici à Montmélian. C'est quoi ce musée exactement? C'est le musée historique de Montmélian qui a été monté par l'association des Amis de Montmélian, association créée en 1976. On vient de fêter donc les 40 ans de l'association et cette association regroupe environ 400 membres actuellement. Alors ce musée, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors vous avez des maquettes, une maquette de Montmélian au Moyen-Âge, la maquette fortifiée sous le règne d'Emmanuel Philibert au XVIe siècle, citadelle qui était une des premières citadelles d'Europe, et devant laquelle 4 rois de France sont venus faire le siège. Alors, on est devant cette maquette. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, à quelle époque, donc vous me disiez, et puis qu'est-ce qu'elle représente du coup? Alors, cette maquette a été réalisée après un siège de Montmélian, le siège de 1690, et vous constatez que la ville ici n'a plus un toit. Tout a été brûlé par les Français qui ont attaqué la ville de Montmélian. Ils ont percé des remparts, ils sont rentrés dans la ville. Ils n'ont pas pu rentrer dans la citadelle qui, elle, était imprenable. Parce qu'elle était en hauteur. Elle était en hauteur, elle était construite avec des bastions, c'est-à-dire des murs en angle, sur lesquels venaient ricocher les boulets tirés par l'ennemi. Donc ça faisait une citadelle qui était très très bien défendue, avec 2 avant-forts, 2 bas-forts, et le fort principal au sommet. Une citadelle qui n'a jamais été prise. Elle n'a jamais été prise. Hein. Les soldats se sont rendus les 2 derniers sièges, de 1690-91 et de 1703-1705. Les soldats sont sortis, c'est un peu une reddition, mais les Français n'étaient pas rentrés dans le fort. Alors il y a une vraie histoire ici à Montmélian, voilà, on en parle ici, il y a aussi cette période-là, il y a une vraie histoire... Cette histoire remonte au premier jour du second millénaire, si on peut dire, parce qu'en 1000, sur ce rocher, s'établit une première forteresse, une pierre forte, qui est tenue par Aymon, d'ailleurs on a le nom. C'est une forteresse en bois, avec des palissades en bois, et qui au cours des siècles va s'améliorer. Ici vous avez au Moyen-Âge, on a déjà un donjon, on a une partie principale est bien entourée de remparts en bois. Et puis Emmanuel Philibert, en 1559, quand il retrouve ses états de Savoie après l'occupation par François Ier, Emmanuel Philibert va faire de cette forteresse une nouvelle technique de défense contre les nouvelles armes, c'est-à-dire les tirs de boulets à poudre. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Là, on voit, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste des vestiges? Il nous reste quelques remparts, la vieille ville qui a été reconstruite. La vieille ville, mais c'est la ville moyenâgeuse, hein, la ville enfermée dans ses remparts, les portes de la ville. Et du fort, il ne reste pratiquement plus rien, sauf quelques bastions et toute la partie souterraine. Alors du coup, cette maquette, elle a été faite à partir d'anciennes photos par rapport à ce qui reste comme vestige. Comment ça s'est passé? Pas tout à fait. Louis XIV a demandé, à la fin du XVIIe siècle, d'avoir des maquettes de toutes les forteresses de France, les principales, de France. Montmélian est en Savoie, donc il n'est pas en France. Mais comme Montmélian résiste aux armées françaises, Louis XIV demande la maquette de Montmélian. Il envoie sur place des ingénieurs, des géomètres, des dessinateurs. On fait une maquette vraiment copie conforme de ce qui existe à l'état actuel. Et on va construire des maquettes qui seront stationnées, gardées aux Invalides à Paris. Cette maquette est de 1675. Qui est-ce qui l'a faite, celle-ci? Alors c'est Mademoiselle Piot, qui est une maquettiste, et elle est allée à Paris, aux Invalides. Elle a fait des reproductions de la maquette des Invalides. Aujourd'hui, c'est important de conserver ce patrimoine et que les gens voient à quoi ça ressemblait avant. Les gens disent, mais c'est pas possible qu'une citadelle comme ça ait disparu entièrement. Et il a fallu attendre le dernier siège en 1705. Louis XIV a dit, on rase. Il a fait venir, un mois après la capitulation de la ville et du fort, un mois après, en 1706, en mois de janvier, les premiers démolisseurs arrivaient sur place
et ils détruisaient les bastions pour rendre la citadelle inexploitable. Alors, vous l'avez dit, c'est l'association des Amis non-méliants qui gère. Vous sortez de temps en temps des livres, notamment celui-ci. Deux par an, oui, deux par an, oui. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut y trouver du coup dedans? Eh bien, l'histoire qui se rapporte à l'histoire de Montmélian, les environs, les villages aux environs, puisque c'est une association qui groupe Montmélian et ses environs. Vous la distribuez comment cette Eh bien, tous nos sociétaires la reçoivent dans leur abonnement, et puis on a des gens qui nous demandent au coup par coup. D'accord. Vous écrivez aussi beaucoup. Alors, l'association s'est investie en 2000 pour écrire l'ouvrage Montmélian 1960. C'est extrait des archives de toutes les familles de Montmélian. Nous avons cherché dans tous les greniers de Montmélian, on a trouvé 3800 photos que l'on a reproduites. On a arrêté en 1960 parce que c'est l'année du 100e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. La partie moderne, de 1960 à aujourd'hui, n'est pas encore traitée. Ça va, mais ça va l'être. Mais ça viendra. Et enfin le dernier, alors qui est plus l'endiguement de l'Isère et de l'Art, que vous avez. Qui est mon œuvre, bien sûr, je peux pas le renier. 30 ans de recherche aux archives départementales, communales, à Turin, où toute l'histoire de ce grand chantier qui a mobilisé 4000 ouvriers et qui a duré 50 ans est rapportée dans ce livre. Très bien, eh ben, parfait, merci beaucoup. Alors, si on rappelle, on peut venir visiter ce musée. Tous les mercredis après-midi, il y a une permanence qui est offerte, gratuite, qui est ouverte, c'est gratuit. Les gens peuvent venir visiter le musée. Et venir éventuellement dans l'association des Amis non-méliants. Bien sûr, adhérer à l'association, on prend des adhésions. Très bien. Merci beaucoup Maurice Clément, et puis on va continuer notre visite. Alors Maurice, on a quitté le musée et les maquettes, et là on se trouve exactement là où on était tout à l'heure sur les maquettes, c'est ça? Tout à fait, là on est sur le terrain, on est sur la plateforme sommitale du fort, où dès le début du deuxième millénaire a été construite une première défense, qu'on appelait la pierre forte, et qui au cours des siècles s'est améliorée pour devenir la grande citadelle, la grande forteresse de Montmélian, devant laquelle les rois de France sont venus se battre, faire le siège, mettre le siège, et n'ont jamais pu prendre la citadelle. Alors c'est un site qui est quand même très vaste et très impressionnant. On a une vue imprenable sur toute la vallée. Il y avait donc la partie principale qui était ici, sur cette plateforme, et puis on avait les bas-forts qui étaient sur les parties inférieures. Alors on s'est baladé un petit peu, on s'est baladé en bas notamment, c'est quoi ces parties du bas? Alors c'est les bas-forts, par où il y avait des sorties des souterrains, par où les assiégés pouvaient sortir, prendre ou des victuailles ou s'échapper. Et tous ces plans de réseau souterrain, nous les avons en archive. Alors on a aussi visité la salle qui est derrière nous, voilà. Là c'est là où il y avait les munitions, c'est ça? Alors derrière nous c'est une soute à munitions, il y en avait 3 sur le fort, celle-ci, les 2 autres étaient très éloignées pour pas que si l'une saute, fasse sauter les autres. Alors ici on est sur une vaste étendue, mais il n'y a plus rien, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avant il y avait plein de choses. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, depuis l'an 1000, on avait d'abord une première défense avec un petit donjon, construction en bois. Ensuite, au XVe siècle, on a fortifié cette enceinte, on en a fait une citadelle imprenable. Imprenable parce qu'ils étaient quoi, 300, 400 ici? 300 et hommes ils ont été plus de 10 000 à essayer de... Alors qu'il y a eu 10 000 hommes autour de Montmélian pour faire l'assaut à la fin du dernier siège en 1705. Parce qu'ils arrivaient, vous disiez, derrière cette montagne. Ils encerclaient la ville, tout au bas de la ville, faisaient sauter les remparts et rentraient dans la ville, mettaient le feu, mais ne pouvaient pas monter au fort. Alors donc il n'y a plus rien ici, mais depuis donc vous continuez un petit peu à faire vivre ce lieu. Vous avez notamment fait une reconstitution. Oui, en 2006, on a célébré le 300e anniversaire, On a fait une manifestation pour remémorer la démolition de la citadelle de Montmélian en 1706 par les Français. Et on a fait une reconstitution historique avec les principaux personnages qui ont évolué autour de Montmélian. Il y avait Louis XIII, il y avait Louis XIV, Henri IV, il y avait Lesdiguières, Vauban, tous des gens costumés de l'association, et la troupe Pietro Mica de Turin qui est venue ici. Pietro Mica, c'est le nom d'un résistant au siège de Turin en 1705, qui s'est fait sauter à la poudre pour protéger ses copains. Si on veut venir visiter ici ces remparts, etc., on peut venir, on peut se déplacer, on n'est pas obligé de venir avec un guide, on peut venir prendre un petit pique-nique là sur Tout à fait, soit en liberté totale, soit avec un guide, un groupe, ou une école, ou les journées du patrimoine également, c'est ouvert. Et puis à l'occasion de cérémonies qui se font ici, qui ont beaucoup de charme, dans ce panorama qui est unique, avec la Savoyarde, la Chartreuse, les Belledonnes,
la vallée du Grésivaudan et la combe de Chambéry. Et le Granier juste en face. Et le Granier, bien sûr, qui nous joue des tours en ce moment. Eh ben, merci beaucoup Maurice de nous avoir raconté un peu toute cette histoire. Nous, on va continuer notre parcours dans la vieille ville de Montmélian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Alors Françoise, on commence notre petite balade dans la ville. Ici, on se trouve dans l'église, c'est ça? Voilà, l'église paroissiale de Montmélian, qui est en fait l'ancienne chapelle du couvent des Dominicains, qui s'est installée. Les Dominicains se sont installés à Montmélian au début du XIVe siècle, exactement en 1319. Alors l'église est un petit peu plus tardive parce que le couvent a brûlé et donc la chapelle a été reconstruite en 1336. Alors il y a une partie de cette église qui est classée. Voilà, en fait, dans le mobilier de l'église, il y a une chaire qui est en marbre polychrome, et qui est donc classé monument historique. Donc c'est un élément qui est très rare, et à ma connaissance, c'est même le seul en pays de Savoie. Je ne connais pas d'autres chaires en marbre dans la région. Alors, j'en appelle à vos téléspectateurs. Nous, on est preneurs d'informations sur d'autres chaires en marbre datant du XVIIIe siècle comme la nôtre, ce qui pourrait nous expliquer comment elle est arrivée ici, de quelle façon, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas grand-chose sur cette chaire. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit. C'est vrai qu'avec la Révolution, l'ensemble des archives des Dominicains de Montmélian ont été détruits. Hein. La chapelle, donc à Montmélian, en fait, vous aviez deux églises. Vous aviez la chapelle du couvent et puis vous aviez l'église paroissiale qui se trouvait au centre de la ville. La Révolution a fait que la chapelle du couvent est devenue un temple à la déesse de raison. Le couvent en lui-même a été transformé en caserne militaire, et c'est quelques années plus tard, avec le Concordat, que la chapelle des Dominicains est devenue église paroissiale. Ça a une place importante ici, cette église, et anciennement le couvent dans cette vieille ville de Montmélian. Voilà, en fait, le couvent était quand même, du point de vue du bâti, très très important. Il était très présent. Il a eu de nombreuses fonctions, hein, caserne militaire, hôpital de réinsertion après la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a également accueilli les réfugiés espagnols ou italiens qui fuyaient le fascisme, le franquisme, etc. Un usage un peu moins sympathique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis plus tard, il a même été colonie de vacances dans les années 50. Donc c'est assez intéressant. Et puis en 58, il est détruit et complètement rasé. Il en reste des photos, voilà. Des écrits, on a des photos, on a des gravures. Écrits, bien sûr. On a un plan d'ailleurs également. Alors c'est pas le plan du couvent, c'est le plan de la caserne, puisque comme je vous disais, les archives du couvent ont disparu, mais ça nous donne quand même une très bonne idée de la place que ça pouvait, de ce que ça pouvait représenter. Ouais. Et ben on va continuer notre petite visite. Vous nous emmenez où cette fois-ci? À l'hôtel Nicole de la Place. Et ben c'est parti, on y va. Alors Françoise, on s'est un petit peu baladé là, on est parti de l'église, on se retrouve alors au musée où on était tout à l'heure. Pourquoi on se trouve ici? C'est quoi la particularité un petit peu de ce bâtiment? Parce qu'en fait ce bâtiment, qui est un ancien hôtel particulier, l'hôtel de la famille Nicole de la Place, a été mairie de Montmélian, a été donc le centre administratif de la ville de Montmélian de 1869 à 1984. Et avant cela, c'était également un bâtiment central, puisque c'est une ancienne maison forte. Et cette maison forte appartenait à une famille qui s'appelait les Portiers. Donc les portiers de Montmélian avaient notamment en charge la surveillance de la porte principale du fort de Montmélian. Donc c'était des gens assez importants, ils étaient également collecteurs des impôts, enfin voilà. Et au XVIe siècle, la fille d'un de ces seigneurs portiers épouse un monsieur qui s'appelait Nicole.
de nom de famille. Cette famille était originaire d'un village du secteur qui s'appelle Saint-Pierre-de-Soucy. Ils étaient maîtres tailleurs, tanneurs, etc. Donc ils ont fait leur fortune de cette façon et ils ont transformé la maison forte en hôtel particulier. Donc avec les codes de l'époque, hein, on est au XVIe siècle, donc on a les balcons en anse de panier, on a les fenêtres à meneaux. Ils ont quand même conservé quelques éléments de la maison d'origine du XIVe siècle, avec notamment cette porte de style gothique. À la fin du XIXe siècle, cette famille était un petit peu endettée et donc ils ont vendu la maison à la ville de Montmélian qui l'a transformée en mairie. Donc c'est vrai que du point de vue architectural, c'est une des plus belles maisons de Montmélian. Elle est classée monument historique. Ce type d'architecture, donc il y en a plusieurs dans Montmélian, et vous me disiez c'est un petit peu ressemblant aussi du côté de Lyon en fait. Voilà, en fait la ville de Montmélian a d'un style urbain italien. Et le quartier Saint-Jean, donc qui est le vieux Lyon de Lyon, le vieux Lyon. Le vieux Lyon. Voilà, le quartier Saint-Jean a donc, il y a de nombreux hôtels particuliers avec exactement, enfin le même type d'architecture. Et c'est vrai que dans Montmélian, on a beaucoup d'anciens hôtels particuliers puisque Montmélian était une ville très riche au Moyen-Âge, une ville commerçante avec vraiment des bourgeois et des nobles qui habitaient cette ville et qui avaient beaucoup de moyens. Et très souvent, on n'habitait pas dans la ville. On avait son château à l'extérieur et on venait dans son hôtel particulier pour séjourner, pour ses affaires ou autres dans la ville. Alors, il nous reste une dernière étape, c'est laquelle? C'est la rue de la Chaîne. C'est par là? C'est par là. Eh ben c'est parti. Sur notre dernière étape de notre visite de la vieille ville, on se trouve dans une rue complètement piétonne. C'est quoi cette rue? Donc c'est la rue de la Chaîne. C'est une des plus anciennes rues de Montmélian, donc qui s'est aménagée au pied du fort et surtout au niveau du pont qui enjambait donc l'Isère, donc le pont Morins comme on l'appelle, ou du nom de son architecte, le pont Cunot. Lui aussi classé monument historique et qui date du XVIIe siècle. Le pont qu'on a vu tout à l'heure avec Maurice sur la maquette, c'est ça? Exactement, tout à fait, c'est celui-là. Donc lui, il est toujours en place hein, depuis le XVIIe siècle, ce qui n'est pas le cas de la plupart des ponts que vous avez vus sur la maquette. C'est ça. Donc cette petite rue de la Chaîne était une rue marchande, donc elle avait une des portes qui fermait, enfin qui laissait entrer ou sortir les gens de la ville. Et son nom de rue de la Chaîne est probablement lié au pilori, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, où il y avait autrefois, enfin au Moyen-Âge, le marché de la ville, et il est possible, enfin il y avait le pilori de la ville, hein, vous savez, quand on enchaînait les contrevenants, à l'époque ça suffisait de les enchaîner et de les faire moquer et plus par les gens des marchés, et il est probable que cette rue porte le nom de rue de la Chaîne à cause de ce pilori. Il est aussi, et à mon avis, beaucoup plus fortement probable que ça vienne de la chaîne qui fermait la rue, tout simplement, quand on levait ou qu'on descendait le pont-levis. Ça a été une rue où il y a eu beaucoup de vie, beaucoup de passages, voilà. Ça a été une rue qui avait une vraie importance à l'époque. Elle avait vraiment une très grande importance jusqu'à l'endiguement de l'Isère, puisque lorsqu'on venait de Chambéry et qu'on souhaitait aller du côté du Mont-Cenis pour traverser les Alpes et aller chez nos voisins du Piémont, eh bien le passage obligé, c'était la grande rue qu'on vient de descendre, ensuite la rue de la Chaîne. On allait jusqu'au pont et on traversait l'Isère au pont. Donc c'était une rue de passage. On a encore ça dans l'architecture, on voit bien le bas des maisons qui a
qui a la forme, voûte, la forme typique des vitrines de l'époque, des façades très étroites. Ça, c'est lié aux impôts, hein, puisque on payait en fonction du nombre de fenêtres qu'on avait sur la façade. Et moi, j'aime beaucoup cette petite rue. On aimerait bien habiter ici, c'est ça? Oui. Sauf pour la pente. Et bah super, on a fait le tour de la ville et maintenant on va filer direction la maison régionale du vin, des vignes et du vin, de la vigne et du vin. Et pour découvrir le vin de Savoie, on est obligé de remonter la côte. Ah, pas le choix. Et bah c'est vous avez de la chance, c'est que la moitié. Bon, ah bah alors on va remonter. Alors Françoise, on a visité la vieille ville, on a vu la forteresse, mais bien évidemment, quand on vient à Montmélian, on vient aussi au musée régional de la vigne et du vin. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée? Alors c'est un musée qui rassemble les outils qui ont été utilisés par les vignerons des pays de Savoie du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1980 à peu près. Alors parce que Montmélian, on peut dire c'est la capitale un peu du vin en Savoie, c'est ça? Alors oui, c'est comme ça qu'on la présente, ville capitale des vins de Savoie. C'est essentiellement lié à son histoire administrative. C'est-à-dire que Montmélian a été donc une des principales villes des ducs de Savoie. Et ici, on prenait notamment le banc des vendanges. On fixait une date à laquelle on pensait que le raisin était suffisamment mûr pour pouvoir aller le ramasser. Et cette date, qui était prise à Montmélian, eh bien, faisait loi pour l'ensemble des pays de Savoie. C'est comme ça que Montmélian, capitale des vins de Savoie, s'est développé. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que Montmélian se situe donc à la frontière entre la Cluse de Chambéry, donc qui rassemble les vignobles notamment des Abîmes, Apremont, Saint-Georges-Prieuré jusqu'à Saint-Alban-l'Est, Montermino, etc. et la Combe de Savoie avec les vignobles d'Arbin, Cruet, Saint-Jean-de-la-Porte jusque Grésy-sur-Isère. Quelque part un lieu central et qui est dans une zone qui est celle qui rassemble le plus de surface viticole dans ce qu'on appelle l'AOC des vins de Savoie. D'où certainement la présence de ce musée à Montmélian. Oui, parce que c'est vrai que le vin de Savoie, contrairement au vin de Bourgogne ou même au vin du Bordelais, ont une moins bonne notoriété. Du coup, voilà, ça permet de faire découvrir son histoire et c'est une histoire aussi noble que finalement la Bourgogne ou le Bordelais. Tout à fait. Les vignerons savoyards ne cultivent pas la vigne de manière différente des vignerons bordelais ou beaujolais ou bourguignons. Ce qui va différer, c'est les outils de travail et on va dire les saisons. Là où des vignerons du Beaujolais ou du Bordelais utilisaient des tracteurs enjambeurs dès les années 50, 60, pour les vignerons savoyards, c'est un petit peu plus tard, les années 70, voire 80 pour certains. Alors on s'est baladé un petit peu dans le musée. Là, ici, on est dans la salle des pressoirs qui sont impressionnants. Notamment celui-là. Voilà, donc ça c'est un pressoir qui est en dépôt ici au musée, qui fait partie des collections départementales. C'est un pressoir à grand point et qui date du Moyen-Âge. Donc c'est un pressoir qui est en chêne entièrement, sauf la vis qui est en noyer. Puis surtout c'est un pressoir qui pèse près de 4 tonnes, qui vient d'une ferme qui appartenait aux comtes de Triviers. Et les comtes de Triviers, la commune de Triviers aujourd'hui est plus connue sous le nom de Challes-les-Eaux. Voilà. Donc ce pressoir était probablement un pressoir dit banal, c'est-à-dire qu'il a été utilisé par toute la communauté, il était mis à disposition de la communauté par le seigneur du lieu. C'était souvent le seigneur qui payait, qui faisait les frais et qui ensuite mettait à disposition de la communauté son pressoir. Bon, moyennant quelques litres de vin, bien sûr. Pas facile à amener ici, du coup j'imagine toutes les pièces que vous avez d'ailleurs sont des pièces assez imposantes. Comment on ramène ce genre de pièces là ici au musée? Alors celui-là il a été démonté,
Donc il était déjà démonté dans les réserves du musée savoisien, puisqu'il a été donné dans les années 40 par une dame qui a acheté cette ferme à Chelles-les-Eaux et qui s'est plus ou moins retrouvée avec ce pressoir dans sa salle à manger, on va dire, en grossissant le trait. Et cette dame a eu la bonne idée de ne pas le débiter en planche. Alors les pressoirs, c'est les pièces les plus imposantes ici du musée, mais il y a aussi de tous les petits outils de toutes les époques différentes qui montrent l'évolution. Ça va de la serpette, la petite serpette Opinel, en passant par les tonneaux de différentes tailles, les tonnelets, les gerles, les outres, les charrues, les pressoirs, etc. Ce musée, il va être rénové, c'est ça? Là, ce qu'on voit, c'est déjà énorme, mais il va y avoir quelques rénovations d'ici les prochaines années. Le musée a ouvert ses portes en juin 1999 et il devrait normalement fermer ses portes à la fin de cette année, 2017, pour un grand lifting. Donc on va revoir entièrement toute la muséographie, donc la façon de présenter les outils, la façon de parler de la viticulture. On prévoit une mise en accessibilité de façon à ce que l'ensemble des personnes à mobilité réduite puissent visiter le musée. Quel type de clientèle vous avez? C'est plutôt local? Vous avez aussi des gens qui passent dans le coin et qui du coup viennent visiter parce que ça les intéresse? C'est quel type plutôt de personnes que vous croisez? C'est plutôt des touristes qui découvrent la Savoie et qui, en arrivant en Savoie, découvrent qu'il y a de la vigne et qui se disent, il n'y a pas que les montagnes, il n'y a pas que les pistes de ski. Tiens, il y a de la vigne. Les visiteurs locaux sont moins importants que les visiteurs des autres départements, des autres pays d'ailleurs. Il faut qu'ils viennent en tout cas. Voilà, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir sur le vin de Savoie. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet endroit et puis et aussi la ville de Montmélian. Et donc il ne faut pas hésiter si on veut venir visiter Montmélian et son musée. Les portes sont grandes ouvertes. Tout à fait, toute l'année. Merci beaucoup Brandon. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir cette ville de Montmélian et ses remparts et son musée. Si vous voulez venir visiter, n'hésitez pas. Les guides du patrimoine se feront un plaisir de vous faire vivre, de vous faire découvrir un petit peu cette ville. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici. À très vite.